Intrigué par cette suggestion, Gao Feibao a accepté avec empressement. Cependant, alors que Chen Dalai mâchait du pain, il s'est demandé si le jeu était amusant et s'il avait même assez d'argent pour parier. Avec un sourire séduisant, White Wolf se pencha plus près de Chen Dalai, sa voix empreinte de flirt. Elle a suggéré que, puisqu'il n'y avait pas d'argent pour payer la perte, elle pourrait proposer de payer de sa vie. Chen Dalai, tout en mâchant, leva les yeux, son visage devenant légèrement rouge, intrigué par sa proposition. Chen Dalai a suggéré de jouer quelques tours, sa joie étant évidente dans sa réponse. Il a mentionné que si White Wolf gagnait, il la paierait également de sa propre vie. Gao Feibao, se sentant légèrement négligé, est intervenu et leur a rappelé de ne pas prétendre qu'il n'existait pas. Finalement, après la protestation de Gao Feibao, les trois hommes ont décidé d'utiliser le vin comme pari. Celui d'entre eux qui gagnerait profiterait des boissons. Au fur et à mesure que la pièce se déroulait, il est devenu évident que White Wolf était devenu assez ivre, sa bave étant visible sur sa bouche. Le temps a passé et Chen Dalai a secoué le récipient à vin, perdu dans ses pensées. Il se demanda s'il avait perdu à chaque tour et si les deux, Gao Feibao et White Wolf, ne travaillaient pas ensemble pour se mettre à boire. À ce moment-là, Shenji, un membre de leur groupe, les interrompit pour annoncer leur retour. Chen Dalai l'a chaleureusement accueilli et l'a invité à se joindre à eux pour prendre un verre pour se réchauffer. Shenji a ensuite partagé les résultats de leur exploration de la ville, présentant une carte topographique de Black Rock City. Impressionné, Chen Dalai a regardé la carte et a complimenté le travail de Shenji, mentionnant qu'il ne savait pas que Shenji savait dessiner. Cependant, Shenji a humblement répondu qu'il ne l'avait pas dessiné. Curieux, Chen Dalai a tourné son attention vers Xiaoyu et lui a demandé s'il l'avait dessiné, remarquant les talents cachés de Xiaoyu en littérature et en arts martiaux, exprimant sa surprise. Xiaoyu a humblement répondu, déclarant qu'il trouvait plus difficile de manipuler un stylo qu'une arme à feu, ce qui implique qu'il n'était pas à l'origine de la création de la carte. Chen Dalai réfléchit, essayant d'identifier le créateur de la carte, puis Zhang Fei s'avança, se révélant être l'artiste. Il a admis que c'était lui qui avait dessiné la carte. Zhang Fei a partagé un peu de son histoire personnelle, mentionnant les aspirations de son défunt père à ce qu'il participe aux examens impériaux à Pékin, au cours desquels le monde est devenu de plus en plus chaotique. Il se gratta la tête, affichant un sentiment de contentement. Chen Dalai a levé le pouce, exprimant son admiration pour Zhang Fei. Ses pensées dérivèrent, réalisant que le chemin à parcourir était presque tracé et que les objectifs étaient également fixés. Il attendait simplement le bon moment pour prendre de l'élan tout en souriant. Quelques jours passèrent encore et les personnes envoyées par le village des crapauds étaient souvent occupées jusque tard dans la nuit. Gao Feibao s'est approché de Chen Dalai et lui a demandé quelle était leur cible et s'il pouvait lui donner un indice. Chen Dalai, sentant la curiosité de Gao Feibao, a répondu de manière secrète, indiquant qu'il devrait s'occuper de ses propres affaires et s'abstenir de fouiller dans leurs secrets. Soudain, un membre de Gao Feibao s'est précipité, s'adressant de toute urgence à Gao Feibao pour qu'il regarde l'affiche. La personne a ensuite étendu le papier dans sa cachette, et tandis que Gao Feibao et White Wolf lisaient son contenu, le choc s'est propagé sur le visage de Gao Feibao. Chen Dalai l'a déclaré à Gao Feibao, soulignant que ces hommes ne les postaient pratiquement pas du jour au lendemain. Il s'est demandé pourquoi Gao Feibao les avait ramenés. White Wolf intervint avec inquiétude, demandant à Chen Dalai s'il envisageait de voler toute la ville. Chen Dalai a précisé que ce n'était pas aussi exagéré que le pensait Gao Feibao. Il a expliqué qu'il était prudent et que son objectif cette fois n'était pas axé sur l'argent. Intrigué, Gao Feibao a demandé des éclaircissements, se demandant quel était réellement le but de Chen Dalai. Chen Dalai a simplement répondu qu'il voulait la gloire. Après ce moment à Black Rock City, dans un restaurant animé, deux hommes se sont engagés dans une conversation qui semblait empreinte d'intrigue en lisant l'affiche. Ces deux hommes mystérieux étaient les barbares rencontrés précédemment par Jai Yun. L'homme qu'ils appelaient le jeune prince Sanki de l'origine du roi crapaud. L'autre homme a répondu, partageant ses découvertes et déclarant que le roi crapaud et ses partisans étaient des bandits des montagnes de King New Mountain. Il a révélé leur réputation d'avoir vaincu 1 millier de soldats d'élite de Black Rock City, provoquant la défaite des forces de Zhu Banshuan. Le jeune prince déclara calmement que les soldats de Black Rock City étaient considérés comme des soldats d'élite, mais il pensait que ces bandits des montagnes étaient intéressants. Il leur a suggéré de rencontrer ces bandits des montagnes si l'occasion se présentait. Au milieu de leur conversation, Chen Dalai, qui écoutait, est intervenu avec une voix sceptique. Il s'est adressé à eux comme à des étrangers, les exhortant à s'abstenir de parler sans connaître les faits et les a avertis de ne pas dire de bêtises alors qu'ils ne savaient rien. L'homme était sur le point de réagir avec colère, mais il fut stoppé par l'intervention du jeune prince.
Le jeune prince, curieux, se demanda pourquoi Cheng Dalai parlait au nom des bandits des montagnes. Cheng Dalai, avec une pointe de fierté, a répondu qu'il n'avait pas l'intention de parler beaucoup mais qu'il ne pouvait pas simplement ignorer leurs calomnies. Il expliqua ensuite que le roi crapaud était réputé pour sa bonté ainsi que pour son apparence et son élégance remarquables. De plus, il était largement reconnu dans un rayon de 100 000 que le roi crapaud était considéré comme un héros, comme le dit le proverbe. Le jeune prince a exprimé sa confusion, déclarant que ce qu'il avait entendu différait du récit de Cheng Dalai. Cheng Dalai a répondu, reconnaissant que les rumeurs sont répandues et qu'il est naturel que les gens entendent à la fois des informations fausses et vraies. Intrigué, le jeune prince remarqua l'authenticité des paroles de Cheng Dalai et lui demanda s'il avait personnellement rencontré le roi crapaud. Cheng Dalai a répondu avec surprise à la déclaration du jeune prince et a fait remarquer que le qualifier de héros sans l'avoir vu en personne pourrait être vain. Exprimant son désir de rencontrer le roi crapaud dans le futur, il se leva ensuite de son siège et laissa un pourboire sur la table. Cheng Dalai a répondu qu'il pourrait effectivement y avoir une chance. Alors que le jeune prince et son homme quittaient le restaurant, Cheng Dalai et Shenji restèrent sur place. Shenji, rempli d'un mélange de curiosité et de suspicion, réfléchit à voix haute à l'origine de la personne. Il se demande si ces personnes bénéficient d'un soutien puissant. L'expression de Cheng Dalai devint solennelle alors qu'il soupçonnait que le clan de l'anneau pourrait faire partie de ceux ayant un statut élevé. À l'extérieur du restaurant, Shenji n'a pas pu contenir sa curiosité et a demandé à Cheng Dalai comment il les connaissait. Cheng Dalai a répondu en plaisantant à la question de Shenji, expliquant qu'il possédait des compétences divines transmises par les dieux, lui permettant de dire certaines choses. Il a également fait une demande à Shenji, lui demandant de s'adresser à lui en tant que jeune maître pendant son séjour en ville. Dans la soirée, à la résidence de Jia à Black Rock City, un groupe de personnes s'est rassemblé. L'un d'eux a fait un commentaire, remarquant que le jour du mariage du fils de Jia, même avec seulement 1 ou 2 pièces d'argent, il pouvait déjà se plonger dans la joie et assister à une cérémonie mémorable. Shenji n'a pas pu s'empêcher de dire que la famille de Jia avait une grande gueule. Il s'est demandé s'il y avait déjà eu un fonctionnaire célèbre dans leur famille. Liu Bei intervint, reconnaissant la vérité dans la déclaration de Shenji. Il a noté qu'un membre de la famille Jia avait effectivement travaillé comme petit fonctionnaire dans la ville. Liu Bei a souligné l'état chaotique actuel du monde et a souligné que dans le passé, si la famille affichait certains mots sur sa porte, cela aurait eu le pouvoir de détruire toute la famille. Cheng Dalai, désireux de se joindre à l'événement, leur a suggéré d'entrer dans la salle. Il a exprimé sa conviction que Kinman était probablement déjà à l'intérieur. Shenji, conscient de la prime sur la tête de Kinman, a exprimé ses inquiétudes quant au risque qu'il soit reconnu. Cheng Dalai l'a rassuré, déclarant qu'après avoir été hors des projecteurs pendant plus de 6 mois, Kinman n'avait plus besoin d'avoir peur. Lorsqu'ils entrèrent dans la résidence de Jia, le groupe était sous la pleine lumière des lanternes. Les gens étaient assis et le groupe de Cheng Dalai a trouvé sa table. Shenji a mangé une tranche de viande, ce qui a amené Cheng Dalai à le gronder calmement pour ses manières de manger. Il a exhorté Shenji à se calmer, lui rappelant qu'ils avaient mangé des repas similaires d'innombrables fois auparavant. Cheng Dalai a exprimé son embarras face à la façon dont Shenji mâchait, tout en mâchant de la nourriture dans sa propre bouche. Rétorqua Shenji, rejetant le commentaire de Cheng Dalai. Il a souligné que les mains de Cheng Dalai étaient aussi rapides que les siennes, et il s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas profiter d'un repas chaud pour une fois, compte tenu du nombre de jours où il avait mangé de la nourriture froide. Liu Bei, observant leur dispute, est intervenu et a revendiqué en plaisantant la propriété du gigot d'agneau. À une autre table, des hommes demandaient curieusement leur nom, sentant qu'ils étaient étrangers. Cheng Dalai, la bouche pleine de nourriture et un morceau de viande à la main, a répondu de manière irrespectueuse, affirmant que cela ne les regardait pas. Le groupe d'hommes resta silencieux en regardant les manières de manger de Cheng Dalai. Soudain, la salle a éclaté d'enthousiasme alors que les mariés faisaient leur grande entrée. Escortés par leur famille, le couple s'est approché du centre de toutes les attentions. Le visage de la mariée était voilé d'un tissu rouge vif, ajoutant à l'air mystérieux. Cheng Dalai ne pouvait s'empêcher de se demander à voix haute si la mariée était belle ou non, les yeux fixés sur le couple. Dans une tournure inattendue des événements, un homme a soudainement crié, interrompant la célébration. Il leur a crié de ralentir et a déclaré qu'il ne permettrait pas à la mariée de l'épouser. Tous les regards se tournèrent vers l'homme, surpris par son éclat. La mariée, avec un mélange de surprise et d'appréhension, prononça son nom, Zekai. Quelqu'un dans la foule a demandé qui il était et un homme l'a reconnu, lui dictant son nom, Luo Zekai. Il a expliqué qu'il était un ami proche du marié et qu'il détenait même un acte de mariage avec la mariée. Cependant, la famille Luo s'est dégradée et la famille Jia a profité de la situation et a forcé la femme à se marier.
Une autre personne est intervenue, exprimant son incrédulité, se demandant si une telle chose pouvait réellement se produire. Pendant ce temps, Cheng Dalai et son groupe écoutaient attentivement, absorbant le drame qui se déroulait. Zekai, saisissant l'instant, s'avança avec détermination. Il a mentionné qu'il avait un acte de mariage, a appelé la mariée par le nom de Zulan et a déclaré qu'elle ne pouvait pas épouser le marié. Le mariage consiste à se marier selon toutes les règles traditionnelles, et d'autres longs rituels sont indispensables. Si l'acte de mariage est correct, le mariage ne sera pas possible aujourd'hui. Jia Wu, le marié, bouillonnant de colère, ordonna à la gouvernante de retirer Zekai de sa vue. Zekai, face à la colère de la foule, a eu du mal à se libérer de leurs griffes, encaissant des coups de poing et de pied alors qu'il refusait d'abandonner. Les gens se pressaient autour de lui, lui disant qu'il devait le sortir de là et le repoussant. Quelqu'un lui a fracassé le visage contre le sol, ce qui lui a valu des coups et des contusions. Zekai gisait sur le sol, mais il rassembla ses forces pour crier après Jia Wu, exprimant sa profonde trahison. Il a accusé Jia Wu d'être un scélérat trompeur, prétendant être son ami tout en forçant Madame Lan à se marier. Zekai a déploré d'avoir traité quelqu'un d'aussi cruel et sans scrupule que Jia Wu comme un ami. À l'intérieur de son voile, Zhu Lan, la mariée, prononça à nouveau le nom de Zekai et fut surprise et se mit à pleurer. Jia Wu, alimenté par la colère face aux larmes de Zhu Lan, lui a crié dessus, exigeant de savoir pourquoi elle pleurait. Encore plus furieux, Jia Wu a ordonné à son peuple d'attaquer Zekai, les exhortant à le battre sans pitié et à jeter son corps dans la fosse commune à l'extérieur de la ville. Les spectateurs ont vu Zekai être soumis à un barrage de coups de poing et de pied pendant que quelqu'un lui arrachait l'acte de mariage. Jura Zekai alors qu'il luttait pour ramper vers la personne qui avait pris le certificat. Zekai réalisa les conséquences désastreuses. Ses pensées s'affluèrent alors qu'il reconnaissait le désespoir de sa situation. Il ne pensait qu'à l'acte de mariage mais sentit le poids du désespoir s'installer. D'un ton menaçant, Jia Wu se moqua de Zekai, remettant en question sa valeur à rivaliser avec lui. Maniant un bâton en bois, il reprocha à Zekai son incapacité à garder une femme à ses côtés et contesta son audace pour avoir causé des problèmes à leur place. Jia Wu balança le bâton avec force, frappant la tête de Zekai et l'envoyant voler. Zekai atterrit au sol, à peine conscient, et aperçut Zhu Lan se précipitant vers lui, criant son nom. Il a également entrevu la mention de l'homme selon laquelle il avait brûlé l'acte de mariage parmi les personnes rassemblées. Certains murmuraient avec dédain, tandis que d'autres acceptaient l'acte, serrant le certificat dans leurs mains. Zekai, observant son environnement, aperçut les visages présents alors qu'il était allongé sur le dos, son regard se déplaçant vers le haut. Avec un mélange de résignation et de chagrin, il pensa à Zhu Lan. Ayant du mal à articuler ses mots, il chercha son pardon, reconnaissant son échec. Au milieu de ce moment dramatique, il aperçut Cheng Dalai le réveiller alors qu'il était sur le point de fermer les yeux. D'un autre côté, Cheng Dalai a remarqué la perte de conscience de Zekai et a tenté de le réveiller, l'appelant à plusieurs reprises. Cheng Dalai a examiné le corps meurtri et battu de Zekai et lui a posé une question approfondie, lui demandant s'il croyait en la justice. Après que Cheng Dalai ait interrogé Zekai, qui ne semblait pas pouvoir répondre, Cheng Dalai s'est levé avec un sourire avant de renverser les tables avec force. Il s'est adressé à la famille Jia, déclarant que le village des crapauds menait ses affaires et qu'il ciblait uniquement la famille Jia, conseillant aux autres de partir s'ils ne souhaitaient pas être impliqués. En arrière-plan, Liu Bei marmonnait qu'il n'était pas encore rassasié. Soudain, la foule s'est exclamée de peur, criant aux bandits des montagnes. Au milieu de la panique de la population, certains se sont précipités pour fuir les lieux, tandis que Jia Wu et ses compagnons affrontaient les bandits. Jia Wu les a interrogés sur leur origine, se demandant comment ces petits bandits osaient causer des ennuis à leur famille. Pendant ce temps, Cheng Dalai, Shenji et Liu Bei se sont retrouvés entourés par les gens de Jia. Jia Wu a ordonné à ses partisans de les battre, tandis que Shenji a exprimé son inquiétude à Cheng Dalai concernant le plus grand nombre de personnes auxquelles ils étaient confrontés. Cheng Dalai, d'une voix forte, a crié le nom de Kinman et lui a ordonné d'abattre leur peuple. À une autre table, Kinman, Xiao Yu et Zhang Fei ont entendu l'ordre de Cheng Dalai. Kinman a répondu avec agression, attaquant les Jia qui essayaient de les atteindre. Le peuple Jia a été mis de côté par son assaut. Jia Wu, commandant son peuple, leur a ordonné d'arrêter Kinman de toute urgence. Alors que les Jia réfléchissaient à la manière de le maîtriser, la peur étant évidente sur leur visage, Kinman attrapa rapidement la tête de l'un des membres de Jia Wu. Kinman se rend intensément et imprudemment vers Jia Wu, qui pointe son arme sur Kinman. Dans les pensées de Jia Wu, il a reconnu la vitesse remarquable de Kinman juste avant que Kinman ne lui claque la tête avec force contre le sol, le rendant inconscient.
Alors que quelqu'un intervient et crie stop, le vieil homme Zhu s'est présenté et a appelé Cheng Dalai, l'appelant maître Cheng, cherchant son attention. Le vieil homme Zhu, désespéré, a supplié Cheng Dalai, déclarant qu'il n'avait aucune rancune contre lui et demandant grâce pour la vie de son fils. Il a promis de réaliser tous les désirs de Cheng Dalai, lui assurant qu'il serait certainement satisfait. En réponse, Cheng Dalai a remis en question l'affirmation de l'absence de haine du vieil homme Zhu, lui rappelant qu'il avait demandé une part de l'argent de leur famille, mais qu'il ne l'avait pas fait. Il l'a ensuite accusé d'avoir épousé de force une fille. Cheng Dalai l'a en outre interrogé, mentionnant qu'il ne pouvait pas laisser une femme rester avec lui en raison de sa propre incapacité. Il a demandé si le vieil homme Zhu serait d'accord si quelqu'un essayait de voler sa belle-fille aujourd'hui. Terrifié et impuissant, le vieil homme Zhu a proposé de donner la fille à Cheng Dalai si cela lui plaisait, mais il a supplié pour la vie de son fils. Cheng Dalai claqua la langue avec dédain, réfléchissant à la situation. Dans ses pensées, Cheng Dalai réalisait le stress potentiel auquel il serait confronté si Suying découvrait qu'il avait ramené une autre femme au village. Il a également admis son manque d'intérêt pour les femmes déjà prises. Remarquant l'expression d'appréhension sur le visage du garçon, Cheng Dalai réalisa que bientôt il disparaîtrait et que la fille redeviendrait l'objet de problèmes. Cheng Dalai a ensuite dévoilé le voile couvrant le visage de la femme et a complimenté sa beauté. Il a conclu que son désir était la raison pour laquelle deux hommes s'étaient disputés pour elle. Il a alors décidé de l'emmener avec eux, ainsi que les jeunes hommes. Il a remarqué que le vent était fort et tiraillant, incitant son groupe à le suivre tout en soulignant l'urgence de leur fuite. Alors qu'il fuyait la résidence de Zhu, Kinman portait Jiawu et Zulan sur ses épaules. Cheng Dalai a averti son groupe que les troupes les rattraperaient bientôt et leur a demandé d'utiliser le passage secret qu'ils avaient utilisé pour entrer dans la ville, ce à quoi le groupe de Cheng Dalai a reconnu son commandement. Les gardes de l'Empire les poursuivirent en leur criant de ne pas s'échapper. Alors que la lune brillait sur leur chemin, le groupe s'est enfui précipitamment hors de la ville, sous la direction de Cheng Dalai. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où ils avaient laissé les chevaux, Kinman demanda où se trouvaient leurs chevaux. Cheng Dalai a révélé que les chevaux se trouvaient dans la forêt à feuilles persistantes peu peuplée devant eux. Il s'arrêta brièvement, scrutant les environs et, à sa grande surprise, ses mots trébuchèrent alors qu'il demandait anxieusement où se trouvaient les chevaux. Quelque part à l'extérieur de Black Rock City, Cheng Dalai a exprimé sa frustration en réalisant que leurs chevaux avaient disparu et que le traîneau avait été retiré. Il a demandé avec colère qui avait osé le voler, jurant de n'épargner aucune pitié s'il découvrait le coupable. Irrité, il frappa le sol de son poing. Shenji a suggéré que peut-être quelqu'un qui passait par là avait pris les chevaux, mais Cheng Dalai a immédiatement rejeté l'idée, affirmant que l'endroit était bien caché. Il a fait remarquer sarcastiquement qu'il avait envisagé la possibilité d'un vol en cachant le cheval. Le visage de Cheng Dalai affichait un mélange de frustration et d'inquiétude, jurant dans sa barbe alors qu'il sentait qu'il était la cible d'une attaque. Au milieu de l'obscurité de la nuit, les gardes de l'Empire approchaient, alors que la nuit était remplie de bruit et d'agitation. Shenji a demandé à Cheng Dalai quelle serait leur prochaine ligne de conduite alors que leurs poursuivants se rapprochaient, notant que leur présence visible auprès des deux captifs pourrait poser un problème. Cheng Dalai, malgré sa colère, a pris une décision stratégique. Il a demandé à Shenji de rechercher le loup blanc avec Kinman et d'emmener les captifs chez elle. Il ordonna à tout le monde de le suivre en ville, indiquant son intention de poursuivre leur plan même dans son état de colère. Après un certain temps, dans une maison cachée de Black Rock City, c'était presque le matin lorsque Shenji revint de la ville pour se présenter à Cheng Dalai. Shenji a salué le plan de Cheng Dalai, expliquant qu'ils avaient fouillé presque tous les appartements en dehors de la ville toute la nuit et n'avaient rien trouvé. Il a noté qu'il n'aurait jamais deviné où il se trouvait puisqu'il était de retour en ville. Cheng Dalai a cependant exprimé sa frustration, mentionnant qu'ils étaient désormais piégés dans la ville. Il a déclaré sarcastiquement que la situation était formidable. Shenji l'a alors informé que des gardes supplémentaires avaient été postés à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, et que plusieurs ouvertures dans les murs de la ville étaient également gardées. Shenji a demandé à Cheng Dalai qui, selon lui, avait volé leurs chevaux. Il a spéculé si Gao Feibao pourrait être responsable du vol. Cheng Dalai a considéré cela comme une possibilité et a exprimé sa détermination. Il a déclaré que quel que soit le coupable, il veillerait à l'attraper et à l'éliminer. Il se mordit le pouce de frustration. Liu Bei a commenté qu'il n'était pas nécessaire de se mettre autant en colère contre quelques chevaux. Dans un accès de rage, Cheng Dalai demanda frénétiquement où se trouvait sa hache, réalisant qu'elle avait également été volée. Pendant ce temps, à environ 30 milles de la ville, un groupe d'hommes s'était rassemblé autour d'un feu de camp. Parmi eux, un individu a commenté l'audace des bandits des montagnes qui ont osé entrer dans la ville avec un si petit nombre de membres et provoquer du tumulte. Ils rirent,
sachant que les bandits ne s'attendaient pas à ce que leurs chevaux soient pris. L'homme s'est demandé à quel point le bandit les détesterait, ce qui a provoqué des rires dans le groupe. Alors qu'il continuait à boire et à manger, un autre homme remarqua la force du vin qu'ils consommaient, qui était beaucoup plus fort que leur vin de lait de jument. Certains ont fait remarquer que l'un des contenants de vin était vide, exprimant ainsi leur frustration. L'homme a déplacé leur conversation vers la hache volée, s'adressant au jeune prince, exprimant son intérêt pour la hache et partageant ses intentions de l'utiliser à l'avenir. Cependant, un autre homme est intervenu de manière ludique, s'engageant dans une dispute amicale avec l'homme qu'il appelait Yida. Il a souligné qu'il avait d'abord jeté son dévolu sur la hache. Yida a ensuite défié l'homme nommé Caillou, ce à quoi Caillou a répondu de manière provocante, prêt à s'engager dans un combat. Tandis que les deux se battaient pour la hache, les autres membres se contentaient de regarder et d'applaudir pendant le combat, montrant un grand enthousiasme pour la violence. À ce moment-là, le jeune prince intervint au milieu du combat, attirant l'attention de tous. Il leur a demandé s'ils voulaient la hache, commentant le poids de la hache et soulignant sa formidable taille de plus de 100 livres. Yida et Caillou se turent et leur confrontation s'arrêta momentanément. Avec une lueur dans les yeux, le jeune prince continua, décidant que les deux lances appartiendraient désormais à Yida et Caillou. Alors qu'il se réservait la hache, proclamant que ce serait son arme à l'avenir, il se plaça ensuite devant un grand arbre, adoptant une position confiante. Avec détermination, il balança la hache avec force, coupant proprement l'arbre en deux avec sa puissante lame coupant l'arbre. Le jeune prince serra les dents en levant la hache bien au-dessus de sa tête, l'admirant. Il lui a ensuite donné un nom approprié, Storm Tomahawk. Un sourire compte apparut sur son visage, satisfait du nom qu'il avait choisi. Le nom du jeune prince appartient à la tribu barbare du nord de l'anneau. Malgré son jeune âge, il jouissait d'un prestige important au sein de la tribu. Les membres de la tribu le louaient souvent comme un loup de terre froid prêt à rugir dans toutes les directions. Yida a demandé au jeune prince quel nom était Oulé, concernant leur situation, ce à quoi Oulé a répondu de ne pas se précipiter. Il a décrit un monde plein de choses désirables comme des fleurs, du vin, du thé, des armes, de la soie et des femmes délicates qu'il pouvait posséder s'il avait le pouvoir de s'en emparer. Il désigna Black Rock City depuis la falaise où il se tenait. Avec une détermination farouche, Oulé déclara que les guerriers de la tribu étaient en route et leur proposa d'abord de se fondre dans la ville. Une fois leurs hommes arrivés, ils feraient un bon raid sur Black Rock City. Dans l'étreinte glaçante de la nuit de Black Rock City, le groupe de Cheng Dalai a discuté de la situation à laquelle ils étaient confrontés. L'un d'eux a remarqué le froid, sentant la fraîcheur de l'air. Shenji, exprimant son inquiétude, a interrogé Cheng Dalai sur la situation tendue actuelle, cherchant à obtenir l'assurance qu'ils ne rencontreraient aucun danger au cours de leur voyage. Cheng Dalai était déterminé à mener à bien sa mission malgré la situation tendue. Il a mentionné que de nombreux malfaiteurs attendaient qu'il fasse respecter la justice au nom du ciel. Il a spécifiquement mentionné la famille Wang et a demandé à Shenji de partager ce qu'il avait entendu à leur sujet. Shenji a fourni des détails sur la famille Wang, un homme de 60 ans qui avait récemment acheté une fille de 14 ans, ce qui a mis Cheng Dalai en colère. Il a déclaré que ce seul message suffit à écarter l'homme. Liu Bei et Xiaoyu ont exprimé leur soutien à l'action. Cheng Dalai a demandé à Shenji et Zhang Fei de rester dehors et de les attendre. Une fois le travail terminé, il prévoit de se séparer et de passer à la maison suivante. Shenji a fait part de ses inquiétudes quant à la vigilance accrue de la garnison de la ville après leur vol et s'est demandé s'ils devaient continuer à voler. Cheng Dalai, cependant, pensait que provoquer davantage de chaos jouerait en leur faveur et a utilisé le chaos pour s'échapper de la ville. Après ce moment, le groupe s'est ensuite couvert le visage avec des masques en tissu et s'est dirigé vers la résidence de la famille Wang. Kinman s'est positionné sur la clôture du mur, surveillant l'intérieur de la propriété de la famille Wang. Cheng Dalai a demandé l'aide de Kinman, ce à quoi Kinman a répondu sans parler. En entrant dans la résidence de Wang, le groupe s'est caché et Liu Bei a demandé à Cheng Dalai où il devait aller. Cheng Dalai leur a ordonné de trouver la chambre du vieil homme, exprimant son dédain pour leurs actes et déclarant qu'ils méritaient d'être punis. Ils murmurèrent leur projet tout en restant cachés derrière la maison. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence Wang, un homme et une femme nommés Madame San étaient engagés dans une conversation coquette alors qu'ils étaient couchés ensemble. L'homme a offert à Madame San des restes de vin, et elle a répondu de manière séduisante en lui demandant d'éteindre les lumières pour éviter d'être vue. L'homme, apparemment indifférent à l'idée d'être attrapé, a mentionné que le vieil homme de la maison se livrait actuellement à des activités intimes avec une jeune fille. Il ne semblait pas perturbé par les autres témoins de leurs activités intimes, déclarant qu'il n'aurait pas peur d'eux. Madame San a exprimé son attirance pour le côté masculin de l'homme, comme un bandit, alimentant encore davantage leur flirt.
L'homme se vantait de son courage, affirmant qu'il tuerait même quelques bandits s'il en avait l'occasion. Cependant, leur moment d'intimité a été brusquement interrompu lorsque le groupe de Chen Dalaï est entré par effraction dans la pièce, criant et surprenant l'homme et Madame San. Chen Dalaï a confronté l'homme et Madame San, leur ordonnant de rester immobiles. Il a déclaré leur présence, se désignant comme le village des crapauds. L'homme et Madame San ont crié de peur en voyant Chen Dalaï et son groupe. Cependant, le groupe de Chen Dalaï s'est momentanément arrêté et a été visiblement distrait par les attributs physiques de Madame San, leur visage devenant rouge avec un mélange d'embarras et de désir. Xiaoyu, encore légèrement troublé, parvint à marmonner ces mots sous forme de questions. Il a demandé à Chen Dalaï si la jeune fille présente était la jeune fille de 14 ans qu'il recherchait. Chen Dalaï, tentant de retrouver son calme, s'éclaircit la gorge et rappela à tout le monde le respect du décorum. Il fit semblant de tousser pour détourner l'attention de ce moment gênant. Se remettant de sa distraction, Chen Dalaï s'approcha de l'homme et pointa son épée sur lui, exigeant de savoir qui ils étaient. L'homme, implorant sa vie, s'est identifié comme étant Wang Papa, déclarant que Wang Yuanwei était son père. Soupçonnant une tromperie, Chen Dalaï a accusé avec colère l'homme d'avoir osé profiter de lui, se demandant pourquoi il avait la même habitude. Il a rapproché l'épée du cou de Wang Papa, affichant son incrédulité. D'un ton craintif, Wang Papa a réaffirmé son identité et a affirmé être véritablement Wang Papa, le fils de Wang Yuanwei. Chen Dalaï a ensuite tourné son attention vers Madame San, lui demandant si le nom de Wang Papa était réel et lui demandant qui elle était. Madame San a révélé qu'elle était la troisième épouse de Wang Yuanwei, ce qui a encore compliqué la situation et ajouté à la confusion de Chen Dalaï. Il réfléchit au désordre de cette grande famille. Le groupe de Chen Dalaï s'est réuni pour une brève discussion, laissant les deux individus derrière eux. Xiaoyu, s'adressant à Chen Dalaï, a reconnu l'erreur de s'être introduit par effraction dans la mauvaise pièce. Il a exprimé son incertitude quant à leur prochaine ligne d'action. Chen Dalaï a répondu, déterminé à garder le contrôle de la situation, et a donné un ordre décisif. Il a ordonné à son groupe d'attacher les individus qui n'étaient pas retenus. Tenant leurs cordes et leurs couteaux d'un air menaçant, ils se sont approchés de Wang Papa et de Madame San. Xiaoyu, affichant une attitude sévère et inébranlable, les a avertis de rester immobiles et a souligné que son couteau ne négocierait pas. Wang Papa, rempli de peur et de désespoir, a plaidé pour sa vie, dans l'espoir d'influencer la décision du groupe de Chen Dalaï. Après ce moment, le silence de la nuit a été brisé par le chaos soudain qui a éclaté dans la résidence Wang lorsque Chen Dalaï a crié qu'il accusait la famille Wang d'avoir commis de nombreuses mauvaises actions, d'intimider et de dominer les gens, et a exprimé sa conviction que les Wang la famille mérite une punition. Dans un acte furieux, ils ont incendié la maison avant de repartir précipitamment. Chen Dalaï a rallié le groupe, les exhortant à partir. Au sein de la famille Wang, la panique s'est ensuivie lorsqu'une de leurs maisons a brûlé. Une voix désespérée appelait à l'aide. Pendant ce temps, le groupe de Chen Dalaï s'est enfui de la résidence de Wang, tandis que les membres de la famille Wang tentaient d'éteindre les flammes. Certains se sont armés à la recherche des coupables, tandis que d'autres ont regardé, choqués et effrayés. Les gens ont remarqué Wang Papa et Madame San inconscients et dans un sac. S'exclamèrent-ils de surprise à la découverte du jeune maître et de la troisième épouse. En s'approchant du sac, ils découvrirent des dessins sur les visages des nobles inconscients. Un morceau de bois derrière eux portait un message disant « Voler les riches pour nourrir les pauvres », tandis qu'un autre morceau de bois indiquait « Appliquer la justice au nom du ciel ». Peu de temps après, les familles Zhu, Liu, Shen, Zhang et Wang ont chacune été confrontées à des attaques et à des incendies dans leur résidence, plongeant Black Rock City dans un chaos généralisé. Quelqu'un a fait remarquer que Chen Dalaï avait causé des problèmes importants parmi les 7 riches familles de Black Rock. Une autre personne a ajouté que Chen Dalaï et son groupe disparaissaient toujours après avoir laissé une marque de tache de crapaud. L'individu concerné l'a interrompu, exhortant les autres à aller chercher de l'eau et à arrêter de parler. Alors que Chen Dalaï et son groupe fuyaient la zone, Kinman portait Shenji. Chen Dalaï a soigneusement évalué la situation, en tenant compte de l'état de panique qui avait envahi la ville et de la poursuite par les gardes de la ville. Il en conclut qu'il était temps de s'échapper. Pendant ce temps, le système a émis un bip, indiquant que les points de peur de Chen Dalaï avaient atteint le chiffre stupéfiant de 41 135. Le système a reconnu l'achèvement de la tâche de Chen Dalaï et a offert en récompense un tirage au sort. Le système a incité Chen Dalaï à déclarer que la loterie donnerait lieu à une arme, un général, un livre secret ou un accessoire de première qualité. Il demandait si Chen Dalaï voulait dessiner maintenant. Chen Dalaï a refusé, suggérant qu'ils en discutent après avoir quitté la ville.
Après que Cheng Dalai ait déclenché un événement chaotique à Black Rock City la nuit, il a provoqué beaucoup de chaos dans la ville et a voulu en profiter pour s'échapper, mais son plan a échoué. Tous les 6 étaient de grandes cibles, personne ne pouvait passer devant les gardes sans se faire remarquer. Ils pouvaient déjà être suivis grâce à leurs empreintes. Au lieu de tenter de s'enfuir, il leur semblait plus sûr de rester dans la ville.